Ayahuasca, ça ne vous dit rien? C'est la nouvelle substance à la mode. Horriblement amère, purgative et vomitive, elle n'a rien pour elle. Née au fin fond de l'Amazonie, cette décoction de plantes suscite pourtant un engouement planétaire. Et même si elle n'est pas addictive, l'ayahuasca est interdite dans la majorité des pays. La faute aux puissantes hallucinations qu'elle procure. La Suisse n'échappe pas à ce phénomène de société. Tous les week-ends, des cérémonies clandestines ont lieu de nuit, guidées par un chaman. Les participants ont des visions parfois effroyables qui durent plusieurs heures. Est-ce une drogue? Est-ce dangereux? Et que cherchent tous ces romans dans ce breuvage exotique, véritable tsunami pour l'âme et le corps? Mato, c'est faux, c'est mato, na, mato. Professeur de musique, Jean-Étienne a profité d'un congé de 3 mois l'an dernier pour aller étudier les icaros dans la forêt amazonienne au Pérou. Ces chants fredonnés par les chamans guident les participants durant les cérémonies d'ayahuasca auxquelles il a pris part. C'est une substance au goût très amer qui va avoir des effets hallucinogènes, corporels et qui va faire comme une sorte de purification, je dirais, du corps et peut-être de l'esprit aussi, de l'âme aussi. L'ayahuasca aurait donc des vertus purificatrices et orienterait ceux qui traversent des turbulences. C'est drôlement costaud pour une décoction de plantes. Mais celui-là, il est sucré. En proie à des doutes et des angoisses depuis longtemps, Jean-Étienne a eu recours à un psy pour se sentir mieux. En vain. Son épouse a décidé de le suivre dans sa nouvelle démarche, afin que ce breuvage ne les éloigne pas l'un de l'autre. Mais pourquoi ce choix? C'est une sorte de quête personnelle. Et puis, comme j'avais l'impression que j'arrivais pas à dépasser certaines choses, j'ai décidé, peut-être un peu aussi par désespoir, j'en sais rien, d'essayer quelque chose que je savais qui avait beaucoup de puissance. Et comment ça se passe dans la cérémonie? C'est difficile de mettre des mots sur ce genre de choses parce que tous les mots passent à côté de l'expérience. Donc, dès que je raconte quelque chose, on se fait une image et puis elle n'est pas juste. Vous êtes parti dans quelle vision, vous vous souvenez? Alors oui, j'ai été catapulté comme un bébé de 3 mois. Et puis j'étais là, on peut dire, comme complètement perdu dans l'univers. Je me souviens encore que j'avais les jambes et les bras écartés, puis que je flottais je ne sais où. Et c'était la panique totale, la peur, une peur existentielle profonde, je dirais. Et puis heureusement que j'avais quelqu'un qui m'accompagnait justement, et puis qui m'a tenu la main, rien que ça, pendant les moments où j'étais, dans le fond, complètement perdu. Et puis après, au moment où j'ai atterri de nouveau, on peut dire, ben j'ai senti comme une sérénité, une force aussi en moi que je ne connaissais pas avant. L'ayahuasca, ça confronte les gens à quoi? Ce qui les préoccupe, ce qui les travaille, ce qui leur pose problème en général. Mère de famille épanouie, Sandra participe à des cérémonies d'ayahuasca depuis 5 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une diète à faire dans la semaine qui précède la prise de l'ayahuasca. Le but de cette diète, c'est de préparer son corps à la prise de l'ayahuasca pour que la cérémonie se passe bien. Pas de viande, pas de sel, pas de sucre et pas de sexe. Accéder au surnaturel demande des sacrifices. En plus, Sandra, qui apprend les propriétés des plantes, boit quotidiennement une décoction de tabac sauvage.
cette plante est un puissant thérapeute et protecteur dans les traditions chamaniques. Paradoxal, non, pour un esprit occidental. C'est l'âme de la plante qui nous soigne. Et au début, j'avais un peu de peine à comprendre ou à croire que les plantes avaient une âme. Donc elles soignent les gens ? Elle soigne les gens, elle soigne les âmes, elle soigne les cœurs et elle peut soigner aussi quelques maladies à elle toute seule. Cette vaudoise est bien placée pour en parler. Violée dans sa jeunesse, elle est tombée dans la dépression durant 15 ans avec des hauts et des bas et pas mal d'alcool. Elle a tout essayé pour s'en sortir, même l'hôpital psychiatrique. Cette ancienne experte fédérale en assurance s'est finalement relevée grâce à l'ayahuasca. L'ayahuasca, elle m'a fait prendre conscience de tout le potentiel que j'avais en moi et ça m'a permis de développer beaucoup de choses par la suite et de sortir surtout du trou très profond et très étroit dans lequel j'étais. Ça nous donne accès à des réalités, à des dimensions qui sont différentes, où les plantes viennent nous parler, viennent nous donner leurs enseignements. L'ayahuasca, quel est son message ? Le message, il est adapté à chaque personne, la manière dont elle agit aussi. On va dire que c'est un peu du sur-mesure. Ce que je peux dire, c'est que de prendre de la médecine nous permet de faire une réelle introspection. Et je pense que le message qu'elle nous donne, avant tout, c'est celui de l'amour, en fait. Vous appelez l'ayahuasca la médecine ? On appelle l'ayahuasca la médecine, oui, tout à fait. Un cocktail hallucinogène venu du fond de la jungle qui soigne les dépressions. C'est quoi ce miracle ? Psychiatre, Ansgar Rougemont est spécialiste des addictions. Qu'en pense cet expert ? C'est trop tôt encore pour le dire, mais parce que les études, il y a trop peu d'études avec trop peu de sujets qui ont été traités, aussi avec des méthodologies qui sont trop variables d'une étude à l'autre, mais les résultats sont encourageants. Résultat encourageant peut-être, mais question légalité, on n'est pas sorti de l'auberge. Issu de la cuisson d'une liane appelée ayahuasca et de feuilles d'un arbuste nommé chacruna, cet élixir est considéré comme une drogue par les autorités suisses. La faute à la DMT, substance contenue dans la chacruna. Mais n'allons pas trop vite en besogne, car les avis divergent. Est-ce que c'est une drogue ? C'est une question difficile. En tout cas, c'est une substance psychoactive, comme les drogues aussi, comme les substances addictives aussi. Mais je dirais qu'il y a une grande différence concernant le processus dans lequel les substances se prennent. Peut-être une personne qui va prendre de la cocaïne, elle va le prendre pour se distraire, pour passer un bon moment, pour ne pas sentir une pénibilité dans la vie, alors qu'une personne qui va prendre l'ayahuasca va le prendre pour d'autres raisons, pour entrer dans un état de pleine conscience, dans un état méditatif, pour regarder ses problèmes. Ça peut être extrêmement éprouvant et imprévisible surtout. On ne peut pas le prendre ça un samedi soir pour dire je vais passer un bon moment. On l'aura compris, l'ayahuasca et la fête, ça fait deux. Elle déploie ses effets dans des cérémonies rythmées par des rituels. Ce cérémoniel, Yves Duc, journaliste scientifique, le connaît par cœur. Durant 8 ans, ce Vaudois a fait de longs séjours au cœur de l'Amazonie péruvienne, aux côtés d'un guérisseur réputé. Cet amateur de sensations fortes a exploré le chamanisme et étudié les propriétés des plantes. De cette expérience est né un ouvrage pédagogique. Fait rare, Yves Duc a reçu la Kushma, tunique des chamans, symbole de la connaissance et de la sagesse. Le rôle du chaman est de servir de guide. Et si vous n'avez pas le chaman et vous n'avez pas les chants, c'est un petit peu comme aller faire de la haute montagne sans prendre un guide de montagne. Vous êtes perdu. Ils vont chercher quoi, les gens ? On est là dans une tradition initiatique. Et le propre des traditions initiatiques est de révéler ce que la personne a de meilleur en elle-même et de le faire s'exprimer. L'ayahuasca peut vous procurer des expériences mystiques phénoménales. Une session d'ayahuasca fortement dosée, c'est une expérience de mort imminente. Assister à sa propre agonie. C'est l'expérience qu'a vécue Pierrick,
musicien vaudois parti en Amazonie après avoir découvert l'ayahuasca en Suisse. Il a couché ce cauchemar sur le papier au sortir d'une cérémonie particulièrement éprouvante. Expérience ultra violente. Je vomis avant l'extinction des bougies. Je reste un moment la tête dans le seau, tremblant et haletant. Les visions commencent tout de suite. Je traverse d'abord un monde de lianes noires, très brièvement, puis des flashs de lumière et de couleurs trop vives, comme un court-circuit. Je ne maîtrise plus rien et perds toute notion. Mon corps entier est pris de spasmes et de contractions, je vomis plusieurs fois très violemment, puis mon corps lâche et je m'affale. Je sens que je vais mourir. J'ai peur, mais n'ai pas la force de réagir. Je comprends que je vais devoir accepter de lâcher le dernier souffle. C'est très dur, je n'ai pas envie de mourir, mais je sais que je vais devoir accepter la situation pour arrêter de souffrir. À plusieurs reprises, je revis la même chose. Quand vous relisez ça, vous revivez le moment que vous avez vécu là? Ouais, clairement. En fait, ça m'émeut. C'est comme un ancrage. Je revis un peu dans mon corps ce que j'ai vécu. C'était tellement intense. On est comme projeté dans le monde des rêves, mais de manière totalement lucide. Donc le cerveau ne fait plus la différence entre ce qu'on appelle la réalité physique et le monde des rêves. Donc quand on est en train de mourir, on est en train de mourir. Ça ne fait pas un pli. Et là, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais en train de mourir. Je devais accepter ma mort. Et le simple fait de pouvoir faire cette expérience que je pourrais pas faire avant de mourir pour de vrai dans ce monde physique, eh bien ça amène une nouvelle compréhension de la vie et un sacré lâcher-prise. À partir du moment où on a pu accepter sa propre mort, ça laisse des traces indélébiles après dans la vie au quotidien. Payer pour se voir mourir, c'est un comble. Est-ce que tout le monde est capable de supporter ce genre d'expérience traumatisante ? Évidemment, si on a des antécédents psychiatriques, ou si on est un peu fragile, physiquement ou mentalement, ça pourrait mal tourner. Parce que les expériences dans lesquelles on peut se retrouver sont tellement intenses et tellement effrayantes parfois, que si on est un peu fragile, je pense qu'on peut facilement péter un câble. Et j'ai déjà entendu dire que c'est arrivé. Et donc il faut faire attention à ça. Je pense pas que ce soit pour tout le monde, l'ayahuasca. C'est pourtant bien à tous que s'adresse Ayahuasca International, entreprise espagnole implantée dans beaucoup de pays. Flairant la bonne affaire, elle appâte le client à coups de publicité sur Internet et les réseaux sociaux. En Suisse, elle organise des cérémonies presque chaque week-end à 270 francs par personne. Pour répondre à nos questions, Ayahuasca International a exigé de contrôler l'entier du reportage, ce qui n'est pas acceptable. En Romandie, c'est à Neuchâtel que cette multinationale exerce en toute impunité. Mais que fait la police ? Georges-André Lozouet, policier spécialisé, a travaillé durant 13 ans à la brigade répression du trafic des stupéfiants du canton de Neuchâtel. Le terrain, il connaît. Est-ce que l'ayahuasca, c'est une drogue ? Alors oui, c'est une drogue. Elle figure sur la liste des stupéfiants et donc elle est considérée comme telle. Vous êtes au courant que des cérémonies d'ayahuasca sont régulièrement organisées sur votre territoire par Ayahuasca International ? Alors, nous n'étions pas au courant de ces faits. Je dois dire que dans le canton de Neuchâtel, à ce jour, nous n'avons pas eu d'affaires traitées en relation avec ce stupéfiant. Et maintenant que vous en avez connaissance, est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer de tolérer ? Alors, on ne le tolère en aucun cas. Il est clair qu'à partir du moment où un produit stupéfiant pose des problèmes en termes de santé publique ou de sécurité publique, la police neuchâteloise va intervenir et traiter ces affaires liées à ces stupéfiants comme elle va le faire pour toute autre sorte de stupéfiant. Illégale en Suisse, l'ayahuasca a été reconnue patrimoine culturel immatériel au Pérou. 9 kilos de ayahuasca por mesolitre. C'est là-bas, au cœur de l'Amazonie, que Rinaldo y a goûté.
Fonceur et curieux, ce cinéaste lausannois a voulu voir de ses propres yeux de quoi il retournait, comme des milliers de touristes qui affluent du monde entier dans la jungle. Pour certains, les choses ont mal tourné. Hallucinations qui ont mené à un meurtre, suicide ou décès inexpliqué après une cérémonie, l'ayahuasca a fait une douzaine de victimes. Pour Rinaldo, heureusement, tout s'est très bien passé. En 2011, j'ai eu la chance de rencontrer un chaman qui était venu ici en Suisse, avec qui j'ai fait une première cérémonie. Et ça tombait pile poil parce que c'était à l'époque où mon fils est né. Et lorsqu'il est né, j'ai été assailli par des peurs, en fait. Je voyais mes travers et je ne voulais absolument pas répercuter mes tares, entre guillemets, sur cette nouvelle vie. Et donc j'ai entrepris de m'intéresser à cette médecine, déjà pour essayer de voir comment est-ce que je pouvais régler ces problèmes personnels que j'avais. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à faire un documentaire sur cette médecine traditionnelle. Durant 4 ans, Rinaldo a fait de longs séjours dans la jungle pour filmer cette tradition chamanique qui, aux yeux des Occidentaux, a des allures de baguette magique. C'est pas du tout une baguette magique, même si on peut avoir l'impression, après une cérémonie, tout d'un coup, d'avoir des réponses sur tout, de pouvoir expliquer la vie, etc., etc. Mais c'est une médecine, quoi. Elle est là pour nous soigner. C'est un savoir qui est ancestral. Il faut avoir beaucoup d'humilité face à ces milliers d'années de pratiques. Et les chamans touchent à une partie qui n'est pas matérielle. C'est de la magie? De notre point de vue, c'est clair, c'est de la magie, de notre point de vue d'occidentaux. Ce qu'il faut dire, c'est que les chamans sont du moins ceux que j'ai rencontrés, sont des gens pragmatiques et très pratiques. Ce sont des praticiens des plantes et une chose qui ne fonctionnerait pas est aussitôt abandonnée. Donc ce sont des techniques de communication qu'ils ont développées depuis des millénaires et dont ils ont constaté qu'elles fonctionnent. Donc on a d'une part cet aspect-là et puis de l'autre des choses alors, qui nous paraissent vraiment totalement inexplicables, en tout cas pour l'instant. Mais des plantes qui viennent parler aux chamans durant une cérémonie, comment ça s'explique? Mais elles viennent même chanter aux chamans. Vous l'avez vécu? Oui. Et vous l'expliquez comment? Ah ben ça je ne l'explique, je ne peux pas l'expliquer. Souvent ici on voit ça avec condescendance. Vous savez, c'est des tribus au milieu de la jungle qui se boivent une potion pour se droguer, quoi, en gros. On assimile souvent ça à de la drogue, alors que ça n'est pas de la drogue. C'est une médecine et il faut la traiter en tant que telle, avec le rituel qui va autour. Notre médecine scientifique a atteint des sommets. D'un point de vue mécanique, on fait des choses extraordinaires. D'un point de vue psychologique, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Et moi, je dis toujours que le jour où ces deux médecines se rejoignent, peut-être qu'on passera à l'humanité 2.0. Drogue ou pas, la molécule intéresse les scientifiques. Détenteur d'un master en physique et d'une thèse en sciences du vivant de l'EPFL, Davor Kozanic a créé la fondation Reconnect. Avocat, médecin et psychologue, une équipe de 11 personnes l'épaule dans son projet, adapter l'ayahuasca au monde occidental. Cet entrepreneur social travaille en collaboration avec l'hôpital universitaire de Zurich. Aujourd'hui, on conçoit tout un nouveau système de thérapie qui va inclure aussi une préparation pharmacologique, donc un médicament qui va être administré sous la surveillance des médecins. Et c'est pour combattre quelle maladie? Il y a plusieurs domaines où l'ayahuasca pourrait être utile. Il faudrait bien choisir où on veut commencer. Nous, ce qui nous paraît le plus prometteur, c'est ce qu'on appelle en anglais, on appelle stress-related mood disorders. Ça, c'est des troubles d'humeur qui sont conséquences d'un stress chronique, donc notamment le burn-out ou même certains états d'anxiété ou de dépression. Est-ce que sorti de son contexte, l'ayahuasca a un sens? Sorti de son contexte, l'ayahuasca traditionnelle n'a pas son sens. Mais ce que nous, on essaye de faire, en fait, c'est de traduire ce savoir-faire vers quelque chose qui est compréhensible pour l'esprit occidental.
On vient d'une culture et on applique un système de croyance, un système de médecine d'une autre culture. Donc forcément, il y a des malentendus, pas uniquement au niveau du langage, au niveau comment on perçoit le monde. En attendant ce médicament du futur, retour à l'ayahuasca de grand-papa. Hautement déconseillé aux personnes souffrant de psychose et aux consommateurs d'antidépresseurs, cette décoction est à boire avec précaution pour tous les autres. Les effets qui peuvent rester difficiles pour les gens, c'est un tel bouleversement de toutes les convictions, toutes les certitudes, toutes les croyances, tous les engagements qu'a montré la personne, que ce bouleversement peut être d'un côté très douloureux à réaliser, et de l'autre côté, ça peut être difficile de retourner dans la vie de tous les jours après une telle expérience. Par exemple, de s'investir de plus en plus dans des priorités qui ne sont pas forcément les priorités de notre société, plutôt matérialistes, mais plutôt des priorités qui sont être en contact avec la nature, être très attentif aux relations humaines, être attentif aux relations avec les animaux aussi. Et ça, c'est peut-être des choses qui créent un écart entre la personne et la société et à la suite d'une telle expérience. Si s'écarter de notre société est un danger, il en est d'autres plus alarmants. Scénographe genevoise, Vanessa a pris de l'ayahuasca alors qu'elle n'allait pas fort. En poussant les portes de l'univers chamanique, elle en a découvert la face sombre en la personne d'un chaman colombien venu officier en Suisse. Un peu comme des pop stars, des chamans sud-américains font des tournées européennes en toute discrétion. En Amérique du Sud, profiter des charmes des clientes occidentales est un des sports préférés des soigneurs. Vanessa et d'autres participantes romandes n'ont pas échappé à ce piège. On a eu des relations sexuelles avec lui. Consenti ou il a ajouté des produits? Alors, pour beaucoup, c'était consenti, avec un jeu de manipulation derrière. Et pour d'autres, il y a eu des ajouts de produits, oui. Le chaman ne s'est pas contenté de séduire Vanessa et ses amis. Il a frappé la jeune femme à 2 reprises avec une machette et a usé de son emprise pour la déstabiliser, car elle ne lui obéissait pas au doigt et à l'œil. Il m'a dit que j'avais une énergie super négative, que j'étais sûrement un démon, qui était venu pour lui faire du mal, que j'étais venu pour le persécuter, que j'avais un plan. Et vous le croyiez, vous? À ce moment-là, oui, je l'ai cru. Je l'ai vraiment cru. Je me suis vraiment dit, waouh, je suis tout ça. On est tellement affaiblis. Durant ces moments-là, en fait, on a tellement été depuis le début amenés à ça, qu'à ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est ça. Et il m'a dit, texto dans un message, viens récupérer ton âme en Colombie. Déboussolée, on se dit, il n'y a que ça à faire, en fait, si je ne peux pas perdre mon âme. Et du coup, je suis partie en Colombie. Il y a une première confrontation où il m'a poussée à bout, dans mes retranchements les plus infimes, où il m'a fait vraiment dire que j'étais une méchante sorcière de l'obscurité, qui était venue pour détruire la planète. Que en fait, mes petits frères, je les aimais pas. Voilà, quoi, que j'étais la personne la plus horrible de la planète, quoi. Et donc après ça, je me suis dit, bon, bah, il n'y a plus rien à faire. Je vais partir de chez lui et puis je vais prendre un hôtel. Et je vais me suicider. Heureusement, Vanessa est parvenue à s'extirper de l'emprise du chaman. Elle est retournée saine et sauve à Genève, où elle a déposé plainte. On l'aura compris, bien choisir son chaman, qu'il soit suisse ou sud-américain, est essentiel. Sandra, elle, a eu la chance de rencontrer un chaman compétent. Lors d'une cérémonie, elle a travaillé sur son passé et pardonné. Vous êtes guérie? Je m'estime guérie, tout à fait. Il y a eu des coups du sort entre-temps et j'ai plus sombré. Et au contraire, j'ai une confiance dans la vie que je n'avais pas avant. Ouais, une confiance dans ma vie, en moi. Ça m'a permis vraiment
Pour moi, c'était la meilleure des thérapies. Donc aujourd'hui, à part ma famille et mes enfants à qui je consacre la plus grande partie de mon temps, j'ai ouvert une porte pour recevoir certaines personnes pour pouvoir les aider. Donc en faisant des massages? En les massant et en les écoutant et en étant à leur côté aussi dans les moments difficiles. J'aide les autres, j'accomplis ma mission à mon humble niveau. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est devenu un petit peu plus léger. Avant d'avoir fait cette expérience, j'avais l'impression que c'était normal comme je me sentais, puisque je connaissais rien d'autre. Puis en ayant fait ces expériences, je me rends compte que ma vie était, on peut dire, souvent très pesante, très lourde, et puis sombre quelque part. Et puis maintenant, j'ai des fois aussi ces moments où je ressens ce genre de choses, mais il y a aussi d'autres moments où je sens la lumière, quelque chose de léger, quelque chose de plein de vie, de spontané aussi. Aujourd'hui, alors que tout doit aller toujours plus vite, l'ayahuasca tombe à pic. Selon les témoignages, cette substance pourrait remplacer 10 ans de méditation ou de thérapie. Alors, quel avenir pour cette drogue que certains appellent médecine? Est-ce une fascination du moment? Sera-t-elle un jour transformée en médicament? Ou restera-t-elle interdite à tout jamais?